Probiotiques, prébiotiques, on entend ces mots un peu partout, c'est vrai, mais bon, la différence, elle n'est pas toujours super claire, hein. Non, c'est souvent un peu flou pour beaucoup de monde. Pourtant, comprendre ça, c'est vraiment la clé pour l'équilibre de notre microbiote intestinal. Alors aujourd'hui, on va essayer de clarifier tout ça. Bonne idée. L'idée simple qu'on entend souvent, c'est: les prébiotiques nourrissent les probiotiques. Bon, ok, c'est simple, mais est-ce que ça suffit? C'est une bonne base, mais on peut aller plus loin. Voilà. Pour nous guider, on s'appuie sur un article assez complet de supernutrition.fr. Il date du 3 septembre 2025 et il est signé Sacha Coadon. D'accord. Notre mission aujourd'hui, c'est d'aller au-delà de cette petite phrase. On va essayer de comprendre ce que sont vraiment ces acteurs, leur rôle précis, et surtout comment ils travaillent ensemble pour notre digestion, et peut-être même pour d'autres choses. Mhm. L'idée, c'est de donner quelques clés pour mieux comprendre cet écosystème fascinant qu'on a à l'intérieur. Prêt? Allons-y. Ok, alors on déballe tout ça. Commençons par les plus connus, les probiotiques. Qu'est-ce que c'est exactement, au-delà de l'image un peu vague des bonnes bactéries? Justement, c'est bien de commencer par là, parce que la définition officielle, elle est très précise. C'est celle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Oui, Alors elle dit micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont administrés en quantité adéquate, confèrent un bénéfice pour la santé de l'hôte. d'accord. Les mots importants ici, c'est vraiment vivant et quantité adéquate. Ah oui, vivant! Oui, vivant. Il suffit pas d'avaler n'importe quelle bactérie. Il faut qu'elle arrive vivante dans l'intestin et qu'il y en ait assez pour avoir un réel effet. Vivant et en quantité adéquate. L'article parle aussi beaucoup des souches spécifiques, par exemple Bifidobacterium longum. Pourquoi c'est si important cette histoire de souches? Et cette quantité adéquate, on la mesure comment? C'est crucial, oui. Les souches, il faut voir ça un peu comme des outils spécialisés. Chaque bactérie, même si elle est bénéfique, elle a son propre travail. D'accord. Une souche donnée peut être super pour un souci digestif précis, une autre va plutôt aider le système immunitaire. C'est pour ça que la recherche se concentre vraiment sur les effets de chaque souche. Et la quantité? Colonie. Ah oui, on voit ça sur les bottes de compléments. Exactement. Ce chiffre, il indique le nombre de micro-organismes qui sont vivants et capables de se multiplier, donc potentiellement actifs une fois arrivés dans notre intestin. C'est vraiment un indicateur clé de leur potentiel d'action. Ok, donc il faut la bonne bactérie, vivante et assez nombreuse. Et alors, une fois qu'elles sont là, elles font quoi concrètement? C'est quoi leur rôle principal? Ben, leur mission numéro une, c'est d'aider à maintenir ou à rétablir un bon équilibre, une bonne diversité dans notre microbiote. Mhm. Elles aident aussi à renforcer ce qu'on appelle la barrière intestinale, cette paroi super importante qui filtre ce qui passe dans le sang. D'accord, la paroi intestinale. Voilà. Et il ne faut pas oublier leur rôle pour moduler notre système immunitaire. On oublie souvent qu'une grosse partie de notre immunité, genre 70%, se trouve autour de l'intestin. Donc, elles participent activement à nos défenses. Ah oui, c'est bien plus large que juste la digestion en fait. Et où est-ce qu'on peut les trouver, ces alliés? L'article mentionne des sources alimentaires. Oui, tout à fait. Principalement dans les aliments qui ont fermenté. Donc, le kéfir, certains yaourts, mais attention, il faut bien lire les étiquettes pour voir s'il y a des ferments actifs spécifiques. D'accord. Le kombucha aussi, le miso ou la choucroute crue. Le mot cru est important, Pourquoi cru? parce que si elle est pasteurisée, ça tue les micro-organismes vivants. Logique. Et bien sûr, il y a aussi les compléments alimentaires. Là, ça permet de viser des souches très précises et d'être sûr de la quantité en UFC. Très clair pour les probiotiques, ces travailleurs vivants. Mais bon, comme tous les travailleurs, ils ont besoin de carburant, de nourriture. C'est là que les prébiotiques entrent en jeu, c'est ça, hein? C'est quoi leur rôle à eux? Exactement ça. Les prébiotiques, c'est le carburant sélectif de nos bonnes bactéries. En gros, ce sont des types de fibres alimentaires bien spécifiques. Des fibres? Oui, des glucides complexes que notre corps à nous ne sait pas digérer dans l'estomac ou l'intestin grêle. Du coup, elles arrivent intactes dans le gros intestin. Et là, Et là, elles deviennent la nourriture préférée, le super carburant des bonnes bactéries qui sont déjà là ou de celles qu'on a apportées avec les probiotiques. L'analogie de l'article est pas mal, hein. C'est comme l'engrais de notre jardin intestinal. l'engrais. J'aime bien l'image. Et le point essentiel, vous l'avez dit, c'est qu'ils ne sont pas vivants. Ce sont des fibres, des composés inertes. Mais comment cet engrais agit alors? En fait, leur truc, c'est de stimuler sélectivement la croissance et l'activité des bonnes bactéries, comme les bifidobactéries et les lactobacilles.
Ah, sélectivement. Oui, c'est important. Et quand ces bactéries mangent les prébiotiques, elles les fermentent. Et ce processus de fermentation, il est super important. Pourquoi? Qu'est-ce qui produit? Il produit des substances très utiles pour nous, des métabolites, notamment ce qu'on appelle les acides gras à chaîne courte, les AGCC. Ah oui, j'en ai entendu parler. Le butyrate, par exemple. Exactement. Le butyrate, c'est le plus connu. C'est littéralement la nourriture préférée des cellules qui tapissent la paroi de notre côlon. Et ces AGCC, ils ont plein d'effets. Anti-inflammatoires, ils renforcent la barrière intestinale, ils communiquent avec le reste du corps. Incroyable. Donc la fermentation de ces fibres par les bactéries crée elle-même des choses bonnes pour nous. C'est tout un écosystème qui bosse, quoi. C'est exactement ça, un vrai travail d'équipe. Et où on trouve ces fameuses fibres prébiotiques dans ce qu'on mange tous les jours? L'article cite l'ail, l'oignon, le poireau, l'asperge. Oui, cette famille d'aliments est riche en inuline et en FOS. Ce sont des fructo-oligosaccharides, des prébiotiques très étudiés. D'accord. On peut aussi ajouter la banane, mais plutôt quand elle est un peu verte. La racine de chicorée, très riche en inuline. Le topinambour. Ah oui, la chicorée, hein. Et aussi l'orge et l'avoine, qui contiennent des bêta-glucanes, un autre type de fibre prébiotique. Et puis les GOS, les galacto-oligosaccharides, qu'on trouve par exemple dans les légumineuses. En gros, ce sont des fibres particulières qui nourrissent spécifiquement nos bonnes bactéries. Ok. Donc si on essaye de résumer vite fait les différences, probiotique égale vivant, il peuple. Prébiotique égale fibres non vivantes, ils nourrissent. C'est ça. Et les sources sont pas les mêmes. Aliments fermentés pour les uns, plutôt des végétaux riches en certaines fibres pour les autres. Mais le plus intéressant finalement, c'est comment ils interagissent, non? Leur synergie? Absolument. C'est là que c'est fascinant. Ils sont différents, mais ils visent le même but, un microbiote équilibré et une meilleure santé pour nous. Les prébiotiques, ils préparent le terrain. Ils créent un environnement favorable. Un terrain fertile, comme vous disiez. Exactement. Un terrain fertile pour que les probiotiques puissent non seulement survivre, mais aussi bien se développer et faire leur travail. C'est une synergie vraiment puissante. On peut difficilement optimiser l'un sans penser à l'autre, en fait. Et alors là, ça devient carrément bluffant, je trouve. C'est quand on apprend que certaines de ces bactéries pourraient influencer notre cerveau. L'article parle des psychobiotiques. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est un domaine de recherche qui est en pleine explosion. Ça change vraiment notre regard sur le lien corps-esprit. Carrément. Des études suggèrent que certaines souches peuvent influencer l'humeur, la façon dont on réagit au stress, et même certains symptômes liés à l'anxiété ou la dépression. Mais comment c'est possible? Ça passe par ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. C'est une communication constante, dans les deux sens, entre notre système digestif et notre cerveau. Ah oui, l'axe intestin-cerveau. Voilà. Et ce qui est révolutionnaire, c'est que ça ouvre la porte à l'idée qu'on pourrait potentiellement améliorer notre bien-être mental en prenant soin de notre ventre, de notre microbiote. C'est fou cette connexion, hein. Et si on sait que les probiotiques et les prébiotiques marchent si bien ensemble, l'idée de les mettre dans le même produit, ça paraît logique, non? C'est ça les symbiotiques. C'est tout à fait ça. Un symbiotique, c'est une préparation qui combine au moins un probiotique et au moins un prébiotique. Mais attention, pas n'importe lequel. Un prébiotique qui est choisi spécifiquement pour nourrir le probiotique qui l'accompagne. D'accord, c'est ciblé. Oui. L'analogie de l'article avec l'ouvrier qui arrive sur le chantier avec son repas, elle est assez parlante. Oui, j'aime bien. Le but, c'est d'améliorer la survie du probiotique pendant qu'il traverse notre système digestif et de l'aider à bien s'installer et à être actif une fois arrivé dans l'intestin. C'est super utile, par exemple, après avoir pris des antibiotiques pour aider à repeupler l'intestin. Logique. D'ailleurs, la source dit que l'ANSES, l'Agence sanitaire française, reconnaît ce concept et son intérêt. D'accord. C'est logique et potentiellement plus efficace donc. Et une fois que les probiotiques ont bien travaillé, qu'ils ont mangé les prébiotiques et qu'ils ont fermenté, on a parlé des produits de cette fermentation comme le butyrate, est-ce que ces produits finaux, ils ont un nom aussi? L'article mentionne les postbiotiques. Oui, exactement. Les postbiotiques, c'est en quelque sorte la récolte bénéfique qui résulte de l'activité des probiotiques qui ont été nourris par les prébiotiques. Donc ce n'est plus vivant. Non, ce ne sont plus des organismes vivants. C'est un mélange complexe de substances produites pendant la fermentation. Des métabolites, comme les fameux AGCC, le butyrate, mais aussi des morceaux de cellules bactériennes, des enzymes, des peptides. Et ça sert à quoi tout ça? Eh bien, ces composés non vivants
ont des effets directs sur notre santé. Ils nourrissent les cellules de notre intestin, ils renforcent la barrière intestinale, ils aident à réguler l'inflammation, ils interagissent avec notre système immunitaire. C'est le résultat concret, tangible, du travail de l'écosystème. C'est le bénéfice direct, en fait. Voilà. Si on reprend l'analogie du jardin que vous aimiez bien, Hmm. le probiotique, c'est la graine. Le prébiotique, c'est l'engrais. Ouais. Et le postbiotique, c'est le fruit savoureux et nutritif qui pousse grâce aux deux autres. Graines, engrais, fruits, c'est parfait pour retenir. C'est vraiment passionnant de comprendre cet écosystème. Mais bon, au quotidien, comment on fait? La source anticipe quelques questions très pratiques que je pense beaucoup de gens se posent. Par exemple, est-ce qu'il vaut mieux prendre les probiotiques et les prébiotiques en même temps? Mais l'idée du symbiotique suggère que oui, c'est l'idéal. Prendre un prébiotique en même temps qu'un probiotique, ça peut vraiment aider ce dernier à mieux s'installer et à démarrer son travail. D'accord. Donc, soit on prend un complément symbiotique qui contient les deux, soit on mange des aliments riches en prébiotiques pendant qu'on fait une cure de probiotiques. C'est une bonne stratégie, oui. Et pour la durée, est-ce qu'il faut en prendre tout le temps ou plutôt faire des cures? Alors là, il y a une petite différence. Pour les prébiotiques, l'idéal, c'est d'en avoir un apport régulier, tous les jours, via l'alimentation. Manger assez de fruits, de légumes, de légumineuses, de céréales complètes, c'est la base. Ok, ça c'est pour l'assiette quotidienne. Voilà. Pour les probiotiques en complément, par contre, l'approche par cure, c'est souvent ce qui est recommandé. L'article parle de cure de 1 à 3 mois. Et quand est-ce qu'on ferait une cure, par exemple? Ça peut être pertinent à des moments clés, après des antibiotiques comme on disait, ou en période de gros stress si on a des troubles digestifs qui reviennent souvent, ou même au changement de saison pour filer un coup de pouce à l'immunité. En prendre tout le temps, ce n'est pas forcément nécessaire pour tout le monde. D'accord. Et si on commence une cure, on sent les effets tout de suite ou il faut être patiente? Ah, ça c'est un point super important. Non, il faut de la patience. Le microbiote, c'est complexe. Ça ne se rééquilibre pas en un claquement de doigts. Hmm. Il faut laisser le temps aux nouvelles bactéries de s'installer, de se multiplier, d'interagir avec celles qui sont déjà là. L'article dit qu'il faut généralement attendre 2 à 4 semaines avant de commencer à sentir des bénéfices clairs, surtout sur le confort digestif. C'est pas un médicament avec un effet immédiat. D'accord, 2 à 4 semaines, il faut le savoir. Une autre question qui revient souvent, c'est pour les prébiotiques, surtout si on mange plus de fibres d'un coup. Est-ce que ça peut donner des ballonnements ou des gaz? Oui, c'est possible, c'est vrai, surtout au début. L'article l'explique bien d'ailleurs. Ces petits désagréments, c'est souvent le signe que les bonnes bactéries se régalent avec ces nouvelles fibres et qu'elles se mettent au travail. Ah, c'est un signe d'activité en fait. Exactement. La fermentation, ça produit naturellement des gaz. C'est un peu inconfortable parfois, mais c'est bon signe. Le conseil, c'est simple. Si on augmente son apport en fibres prébiotiques, que ce soit par l'alimentation ou des compléments, il faut y aller doucement, progressivement. Commencer petit et augmenter petit à petit. Voilà, pour laisser le temps à l'intestin de s'habituer. Question très pratique pour finir. Les compléments de probiotiques ou de prébiotiques, est-ce que c'est remboursé en France? Non. Ces produits sont considérés comme des compléments alimentaires, donc ils ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. C'est plutôt une démarche de bien-être, de prévention, qui vient en plus d'une alimentation saine et d'une bonne hygiène de vie. D'accord, c'est bon à savoir. Et est-ce qu'il y a des aliments qui seraient un peu des symbiotiques naturels qui contiendraient à la fois les bactéries et leur nourriture? Oui, tout à fait. Et l'exemple de la choucroute crue non pasteurisée qui est dans l'article est parfait. Ah oui, Le chou apporte les fibres prébiotiques et la fermentation, elle, développe les bactéries probiotiques vivantes. Et ces bactéries se nourrissent des fibres du chou. C'est un super exemple d'aliment naturellement symbiotique. d'autres exemples. D'autres légumes lactofermentés peuvent jouer ce rôle aussi. Le kimchi, par exemple. Parfait. Je crois qu'on a bien fait le tour là. Alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Bon, d'abord la différence claire. Probiotiques égale les ouvriers vivants. Prébiotiques égale leur nourriture, les fibres spécifiques. C'est ça, c'est une belle vision ensemble. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Oui, Si on accepte que notre intestin est ce jardin intérieur complexe, dynamique, et qu'en plus, il discute en permanence avec notre cerveau, c'est ce que montrent les recherches sur les psychobiotiques, ça soulève une question assez fondamentale, non? laquelle? Au-delà de la digestion, au-delà de l'humeur, sur quels autres aspects de notre santé globale, des aspects peut-être auxquels on ne pense même pas aujourd'hui, cet équilibre délicat entre les habitants de notre microbiote et ceux qu'on leur donne à manger pourrait avoir une influence décisive. C'est une excellente question pour terminer. Voilà, c'est une piste de réflexion qui ouvre des perspectives assez fascinantes sur l'importance de prendre soin de ce monde qu'on a à l'intérieur.